sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Ce soir, aux engagés publics, premier test live pour les engagés publics. On serait live sur Facebook en ce moment. Je vous confirme que c'est le cas. On a un auditeur qui est avec nous. Heureusement, j'ai plus de panélistes avec moi ce soir que d'auditeurs. Je suis en compagnie de Benoît Tardy. Salut, Benoît. Salut, Denis. Je suis aussi en compagnie de Viviane Martinova-Croteau. Bonjour, Viviane. Merci d'être avec nous. Bonjour, Denis. Hey, on est rendu 2 auditeurs. Je ne sais pas si c'est un de vous, là, mais c'est peut-être quelqu'un qui est venu voir Ronnie Al-Nazir. Salut, Ronnie. Bonjour, merci beaucoup. Très heureux d'être de retour. Je le sais que tu es heureux. Préparez-vous, chers auditeurs. Ronnie est en feu. Ça se pourrait qu'on lui laisse toute la place pour une bonne demi-heure aujourd'hui, juste pour qu'il puisse dire tout ce qu'il a à dire. Il paraît que Ronnie a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est ça, premier live, on est live, je capote juste de pouvoir dire ça, moi ça me rend super heureux. Là, je vais essayer de voir absolument tous mes petits écrans, je vais avoir toutes sortes de différents des TikTok aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, on est sur Facebook, on a 3 auditeurs, on a 3 panélistes, c'est parfait, on y va comme ça. Donc, j'ai des notes, il y a notre ami LP qui est peut-être à l'écoute actuellement qui m'a laissé des notes cette semaine. On va essayer de parler d'autres choses que de camions, alors que la tension est à son comble entre les gouvernements et les anti-mesures sanitaires. Mais on va quand même parler de liberté. On parlera pas de liberté, on va parler de liberté. Monsieur LP s'est même permis de m'écrire entre parenthèses la liberté. La vraie. Donc, allons-y. Vous savez, tout le monde, vous pouvez encourager les engagés publics en allant voir les différents, notre écosystème. On est partout. On est sur Facebook, on est sur SoundCloud, sur Apple Podcasts. On a une boutique avec toutes sortes de trucs super cool que vous allez pouvoir porter lors de vos rassemblements familiaux, parce que maintenant, on a le droit. On a des formations à formation.engagépublic.com, parce que les engagés publics, c'est une gang de tripeux de politique, des geeks de politique, et on a plein de professionnels de la politique. Vous aimez ça dire ça, moi? Des professionnels de la politique, parce qu'à la limite, ça devrait même pas exister, qui sont là pour vous donner des formations. C'est en vous inscrivant sur notre Patreon que vous allez pouvoir accéder à tout ça. Donc, vous êtes les bienvenus. La nouvelle formation qui vient d'arriver, là, c'est celle sur l'organisation politique de la campagne Obama. Alors, ne manquez pas ça. Maintenant, je me tourne vers mes panélistes, comme je disais tantôt. Hein. Regardez, j'ai un écran à 4 comme ça. On est avec Viviane, Ronnie. Oh, on a maintenant un cinquième participant avec nous. Là. Comment il s'appelle ton chat, Ronnie? Il s'appelle Harry parce qu'il est roux. Puis quand je l'ai adopté, c'était la journée de l'entrevue du Prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah. Donc je l'ai appelé Prince Harry. Et voilà. Donc voici l'origine de son nom. Merci beaucoup. Comme quoi tout s'explique. Donc on est avec nos panélistes. On commence avec un segment national. Hein? On est dans la belle province de Québec. Qu'est-ce qu'on dit? Provincial, Viviane, ou national? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Écoute, moi, je t'ostinerai pas là-dessus. Mais tu peux dire national si tu veux pas faire de mécontent. C'était une vraie question. Moi, c'est un truc qui me fait souffrir. Provincial, c'est factuel. Hein? Alors, je vais pas éviter le mot, là. Benoît, de ton côté, toi, t'aurais choisi quoi comme... Écoute, je vais aller avec Viviane. C'est factuel, c'est ça. On peut dire provincial, mais moi, j'aurais peut-être dit national, mais bon. J'ai dit national aussi, mais autant je veux me débarrasser du mot provincial, autant je peux pas je viens de me rendre compte que masquer son utilisation ou l'éviter. J'ai un truc qui fonctionne pas dans la vue avec Ronnie. Ronnie, toi, t'aurais dit quoi? Moi, j'aurais dit québécois. Québécois? Intéressant. Comme ça, là, comme ça, Voilà. Comme ça, t'achètes la paix. Ça règle le problème, personne ne se chicane, tout le monde est d'accord. Faudrait aller demander à nos auditeurs qu'est-ce qu'ils en pensent, hein? Parce que là, on a cette chance-là, on va pouvoir prendre des commentaires pendant l'épisode. Si vous avez des questions, vous voulez participer, donner votre opinion, vous avez une question pour un de nos panélistes, gênez-vous pas, allez-y. Je vois le chat ici, imaginez-vous donc. Fait que c'est ce qu'il y a de nouveau. Oui, je vois tout ça. Drôle. Fait que allons-y maintenant avec notre liste de sujets pour la scène québécoise, comme dirait Ronnie.
Donc, le gouvernement annonce des assouplissements progressifs, dont l'arrêt du passeport vaccinal dès le 14 mars. Québec solidaire veut que le gouvernement s'attaque à la crise du logement, comme en légiférant sur les clauses qui permettent aux propriétaires de logements récemment construits d'augmenter les loyers à volonté. Je ne savais même pas qu'il y avait une clause qui permettait ça. Oh oui, monsieur. À volonté, pas seulement d'établir le premier, à volonté. Puis après ça. Ben, à volonté. C'est nouveau, ça? Sky's the limit. Good job QS là-dessus. Si c'est un bâtiment qui a été construit dans les 5 dernières années, tu peux augmenter autant que tu veux. Oui. Ben dans le fond, tu peux augmenter ton loyer autant que tu veux dans les 5 années suivant la construction d'un bâtiment. C'est vrai. Oui, monsieur. Je me souviens. Jean Charest refait surface et met le PLQ un peu dans l'embarras, alors que celui-ci tente de se distinguer d'un certain héritage de l'ère Charest. Je ne sais pas, Ronnie, si tu as vu, mais il y a eu quand même des sorties qui nous l'ont ramené d'une façon assez intéressante. Les stéréos. On va en parler. Laissez faire, parfait. J'attache un grelot à ce sujet-là. Le Conseil national des musulmans canadiens se mobilise contre la loi 21 et plusieurs dans le reste du Canada utilisent les fonds publics pour financer la contestation judiciaire, dont des dizaines de municipalités. Ouais, je savais pas. Je suis content de lire les notes de LP. Moi, j'apprends des choses en même temps. Paul Saint-Pierre Plamondon va finalement se présenter aux élections générales cette année dans la circonscription de Bourget à Montréal. pourquoi on parle de ça? Il me semble que c'est pas une nouvelle tant que ça. Non, on n'a pas fait d'épisode depuis qu'il l'a annoncé. On a fait quand même un petit moment. C'est l'épisode 1 de la saison 5. Je viens de le réaliser. On a pas fait d'épisode en 2022 encore. Ouais. En ce moment, on est dans l'épisode 1 de la saison 5. Ben, crime. Selon le titre des notes. C'est pour ça qu'on le fait en direct. Vous voyez comme à quel point tout est attaché. On avait tout pensé à ça. Tout est accidentellement attaché. Tout est accidentellement attaché. Donc, Benoît, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va finalement arrêter de déménager après sa prochaine élection? Écoute, je souhaite de pouvoir rester à Québec, hein, sérieux, parce que, bon, je sais pas ce qui va arriver, puis je sais pas qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections, mais ça serait le fun que le PQ... Attends, tu dis que tu souhaites de rester à Québec, mais il se présente à Montréal. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, je veux dire, il va vivre à Québec, là. OK, c'est une tournure pour dire que j'espère qu'il va être élu. C'est une manière de dire ça. Il va pouvoir garder son appartement. Il va pouvoir garder sa maison à l'île d'Orléans, je pense. Ou je ne sais plus trop. Oui, c'est vrai. Il va pouvoir rester dans la région ici là, parce qu'il va avoir la moitié de sa job qui va se faire à Québec. Donc, oui. Pourquoi il se présente dans Bourget? Là, ça, il m'en a pas parlé. Là. Mais en fait, je pense qu'on le sait pourquoi il se présente dans Bourget. Mais... C'est un bon choix stratégique. Ouais. Je pense aussi. Puis il y a la symbolique aussi. Là. Vas-y donc, Ronnie, explique-toi pour... La symbolique, c'est l'ancien comté de Camille Lorrain. Là. Je pense que c'est ça, il a expliqué aussi quand il s'est présenté. Là. C'est la tentative du retour à Montréal. C'est ça, exact. PQ en a besoin. Ouais. Écoutez, je suis vraiment excité en ce moment parce qu'on a un premier auditeur qui vient de commenter, qui nous souhaite une bonne 5e saison. Merci beaucoup, Alexandre Gervais, pour de nous souhaiter une bonne 5e saison. Et on l'a appris en même temps que toi. Donc, c'est absolument merveilleux. Donc, on a des auditeurs participatifs. Donc, allons-y maintenant. Viviane, avais-tu un truc à ajouter, toi, par rapport à l'élection de Paul Saint-Pierre Plamondon? Non, passons, on a plein de bons sujets. Allons-y, continuons. Est-ce que je dois comprendre que celui-là serait moins bon? Mais parce que honnêtement, je pense que ça s'explique tout ça. C'est un choix qui est symbolique, qui est stratégique. Le PQ a besoin de faire une belle percée. S'il arrive à revenir comme ça à Montréal avec son chef dans une circonscription que le Parti québécois détenait depuis très longtemps puis qui a perdu aux dernières élections, ce serait un bel accomplissement. Puis en plus, c'est pas impossible justement parce que le Parti québécois la détenait pendant si longtemps. Donc... OK, puisque tu le proposes si gentiment, on va changer de sujet. On va se tourner vers Ronnie. Puis Ronnie, on aimerait savoir, est-ce que toi, personnellement, tu as honte de l'ère Charest chez les libéraux? OK, alors non. Parce que, c'est une réponse claire à une question claire. Parce que moi, à la base, j'aime militer sous Jean Charest. Puis, la première fois que j'ai voté, en fait, dans ma vie, ça fait 10 ans cette année, c'est contre Charest, en 2012. Alors, moi, mon cheminement politique a commencé plus en 2014 avec la Charte des valeurs de Marois, mais en 2012,
j'étais pas dans les rues en train de manifester parce que moi, je sais pas, à cette époque-là, je pensais l'important pour moi, c'est d'avoir mon diplôme. Je voulais aller à mes cours. Tu sais, mes parents m'ont élevé. C'est des immigrants. Ils m'ont dit, pas de ton diplôme, tu vas pouvoir faire ce que tu veux dans la vie après. C'était vraiment ça ma mentalité. Fait que moi, j'allais à mes cours. Mais j'avais des amis qui allaient manifester. Puis j'aimais pas ça quand ils me contaient des trucs genre on se fait fesser par la police, des choses comme ça, tout ça. Fait que là, parce que ça me faisait chier, parce que j'aimais pas comment le gouvernement. Parce qu'en même temps, en tant que fils d'immigrant, les parents, ils connaissaient ça un peu, genre se faire un peu opprimer par un gouvernement. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment le bout de la merde. Donc j'ai voté contre Charest. Puis j'ai voté pour Québec solidaire parce que j'étais pas avec la CAQ, puis j'étais pas souverainiste, donc j'étais pas péquiste, donc j'ai voté Québec solidaire. Puis là, après ça, ben, c'est en 2014, avec la charte, tout ça, que j'ai pris ma carte du PLQ. Donc moi, j'ai milité sous Charest, Couillard, et j'étais dans les jeunes libéraux où est-ce on était beaucoup un contrepoids au gouvernement. Donc sur beaucoup de dossiers, sur Uber, sur tout ça, on a été un contrepoids au gouvernement. On a essayé de lancer aussi la consultation sur le racisme qui a avorté finalement. Mais je suis très fier de ce que j'ai fait chez les jeunes libéraux. On a mené des beaux dossiers. Puis maintenant, est-ce que le PLQ devrait avoir honte de Charest? Deux choses à dire là-dessus. La première, l'Hystério, j'ai vu sa sortie. C'est sûr que l'Hystério, je comprends un peu d'où elle vient. Parce que ça fait 20 ans qu'elle fait de la politique. Elle a donné sa vie à la politique. Elle quitte cette année, elle se représente pas. Puis elle veut pas partir en se faisant label un peu une ministre du gouvernement Charest corrompu. Elle veut qu'on se rappelle d'elle pour les bonnes choses qu'elle a pu avoir faites dans les ministères qu'elle a dirigés, ce qu'elle a fait dans son comté, tout ça. Puis ça teinte un peu sa contribution politique d'avoir été sous le gouvernement Charest. Ouais, mais... Puis il y a beaucoup de ministres qui se sentent un peu de même. Donc, je vais vous laisser intervenir, puis je vais continuer après. En fait, j'ai une question moi, par rapport à ça. C'est que là, est-ce que tu nous dis à travers ça qu'une sortie comme celle-là est une sortie indépendante? Parce que ça laisse quand même, ça teinte l'ensemble comme intervention. On a vraiment l'impression que c'est attaché avec le reste du parti et qu'elle l'a fait avec l'assentiment de sa chef. Je peux pas croire qu'elle serait autrement. Je veux bien croire, elle, ce qu'elle veut. Mais là, c'est parce que ce qui devrait passer avant toute chose, c'est les intérêts de son parti, de son équipe. Je sais pas si elle en a parlé à Mme Anglade avant, mais ce qui est une chose qui est sûre, c'est que l'Hystério étant la doyenne de l'Assemblée nationale, et le fait qu'elle quitte cette année, qu'elle a déjà annoncé qu'elle s'en allait et que sa successeur a été nommée, peut-être qu'elle a un petit peu plus, mettons, de lousse. Ou peut-être qu'elle a le droit un petit peu plus de faire ce genre de sortie-là, que Dominique Anglade lui a dit « Si tu veux t'exprimer, moi, j'ai aucun problème avec ça. » Je sais pas, honnêtement. J'ai pas les échos à l'interne. L'autre affaire que je voulais dire, c'est que d'un côté, tu sais, Dominique Anglade, elle est vraiment dans une position difficile en ce moment. Parce que les journalistes, c'est sûr qu'ils vont continuer à taper là-dessus, surtout si Jean Charest se présente aux conservateurs. Oui. C'est sûr que ça va continuer. Fait qu'il faut éventuellement que ce parti-là donne une réponse claire à cette question-là. Parce que tu peux pas renier un chef au complet que tu as eu dans ton histoire. Parce qu'on va se le dire, là, Jean Charest, c'est pas un dictateur d'un pays antidémocratique. C'est quand même un premier ministre démocratiquement élu qui a servi 9 ans. Puis on peut pas dire qu'il a fait juste du mauvais dans ces 9 ans qu'il a été premier ministre. Est-ce qu'il y a des choses reprochables? Absolument. Attends, on va demander. Benoît, est-ce que Jean Charest aurait quelques éléments à se reprocher? À peine. En fait, moi, j'aime pas beaucoup qu'on parle. J'aimerais ça je vais laisser finir Ronnie, puis moi, j'aimerais ça qu'on parle plus de... Là, on parle de Jean Charest comme candidat pour devenir chef du Parti conservateur du Canada. Là, de redevenir chef du parti. Ça, je trouve que c'est intéressant, puis je pense que Charest y arrive avec un gros bagage, qu'il y ait des trucs à se reprocher ou non, que ça n'a pas été démontré, il y a des gens qui ont dit plein d'affaires. Quoi qu'il en soit, le gars, il arrive avec un gros bagage. Ouais. Est-ce que les conservateurs ont envie de jouer dans ce jeu-là? Je suis pas certain. Viviane, j'aimerais ça t'entendre sur Jean Charest. Mon Dieu, par quelle chose commencer? Il m'est venu tellement de commentaires pendant que vous parliez, mais vas-y, moi, je pense que Dominique Anglade ne peut pas gagner les prochaines élections si Jean Charest se retrouve à nouveau avec le spotlight en tant que chef du Parti conservateur. Là, je donne mes pensées en vrac, là, on va dire. Pour le Parti conservateur, je pense que c'est la meilleure chose que Jean Charest en prenne la tête. Pas pour moi. pas pour le Québec, certainement. Probablement pas pour le Canada non plus, mais pour le Parti conservateur, oui.
Sauf que autant je pense que s'il devient chef du Parti conservateur, puis en plus c'est tellement un bon timing, là, le gouvernement Trudeau est fatigué, impopulaire, il est usé, c'est the timing pour réaliser son rêve là. Mais je pense que remporter la course va être difficile pour lui. Parce que les mêmes qui ont voté pour la destitution d'O'Toole vont pas voter pour Jean Charest. C'est les mêmes de cette espèce de portion du Parti conservateur qui est de la droite plus religieuse et plus surtout plus de la droite sociale là, qu'on appelle souvent. Ils veulent un tour de piste plus radical. Vont pas du tout appuyer Jean Charest. C'est pas leur candidat, c'est certain. Viviane, je pense que c'est plus difficile de passer l'étape de la course à la chefferie du Parti conservateur que de là, l'ayant obtenu le cas échéant, obtenir le mandat comme premier ministre du Canada. Mais c'est pas fait non plus, là. Mais je suis d'accord avec toi. Non, c'est pas fait non plus, mais je pense que, c'est ça, je pense que la première des deux étapes est la plus difficile pour lui. C'est ça, exact. Je t'interromps 30 secondes, il y a quelqu'un qui te salue dans le chat. C'est Sol Zanetti plein d'affaires. Qui fait dire salut Viviane. Donc, merci Sol d'être à l'écoute, on te salue. Salut Sol! Tu peux le saluer. Mon voisin. C'est vrai, hein? Un électeur, mais t'as pas un vrai électeur. T'as peut-être pas voté pour lui, peut-être pas. Je veux pas présumer. Cela dit, sont dus. Les conservateurs veulent un tour de roue un peu plus radical. Là, hein. Ils sont pas votés pour sortir O'Toole pour ramener le Québécois. C'est peut-être pas ça. Là. Exactement. C'est ça. Puis ça marcherait-tu tant que ça, Jean Charest au Québec? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est pas gagné. Peut-être assez pour emmener le Parti conservateur là où il a besoin d'être. J'ai entendu beaucoup d'analystes parler de ça, justement, de est-ce qu'il peut gagner au Québec. Puis l'affaire, c'est qu'il faut se rappeler qu'en 2012, là, quand il a été défait, il a quand même gagné beaucoup de députés. Puis c'était pas le PQ n'a pas battu Jean Charest à plate couture. Ils ont à peine passé, tu sais. Puis je pense qu'ils ont même perdu le vote populaire, corrigez-moi si je me trompe, là. Mais, tu sais, je veux dire, il était proche de repasser. Là. Fait que mais Duhem a défendu d'ailleurs le bilan de Jean Charest cette semaine. Est-ce que justement un Charest au Québec ne viendrait pas enlever des votes au PCC? Parce que là, maintenant, on a le droit de parler du Parti conservateur du Québec comme d'une option qui se défend parce qu'ils sont présents. On a vu les derniers sondages. Mais est-ce qu'il y a une partie de l'électorat conservateur québécois qui serait intéressé par un Jean Charest? C'est sûr. Sûr. Parce que faut lui donner à Jean Charest. Là, tu sais, on se rappelle de tout ce qui s'est passé, mais il faut se rappeler que Jean Charest, c'est un habile politicien. C'est quelqu'un qui a la politique dans le sang. Jusqu'à 2012, à part les quelques années qu'il a pratiqué comme avocat, c'est pas mal tout ce qu'il avait fait dans la vie. Tu sais, mettons, les deux plus grosses bêtes politiques que j'ai connues dans mon parcours, c'est Denis Coderre et Jean Charest. C'est des bêtes politiques, c'est des gens qui en mangent, qui en raffolent, puis qui ils ont été habiles pendant plusieurs années. Est-ce que ces gens-là sont restés trop longtemps? Est-ce qu'ils devraient vivre des comebacks? Potentiellement oui, potentiellement non, je sais pas. Mais est-ce qu'ils sont habiles? Puis, c'est aussi un excellent orateur. Jean Charest qui fait un discours, les membres du Parti libéral, ils sont accrochés à ses lèvres. Donc, s'il est capable de faire la même chose chez les conservateurs, qui sait? Maintenant, il y a un adversaire très coriace qui s'appelle Pierre Poilievre et qui va faire tout ce qu'il peut pour remporter cette chefferie-là, parce que ce gars-là, tu le vois, il l'a dans les yeux, il l'a dans le sang, il veut être chef de ce parti-là. Puis si Pierre Poilievre échoue, ça va le détruire, parce que ce gars-là, c'est ça qu'il veut, il veut le pouvoir, puis il attend depuis des années. Là, c'est son tour. La façon que tu le dis, on peut quasiment pas y faire ça. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que Pierre Poilievre, c'est un politique qui lance de la boue. C'est un gars qui est vicieux, dont je déteste le style. Puis en termes de style de politique, comme de façon de faire la politique, j'aime pas beaucoup le style de Jean Charest, mais j'aime encore moins le style de Pierre Poilievre. Mais je trouve le comparatif que tu as amené, Ronnie, entre Denis Coderre et Jean Charest quand même intéressant parce qu'ils ont plus d'une chose en commun, tous les deux, en fait, comme politiciens. Lesquels? Mais
Ben, le fait d'un éventuel retour politique après avoir été défait, ne serait-ce que ça, le fait que tu les as nommés comme les 2 plus grosses bêtes politiques de la scène québécoise des dernières décennies, t'as peut-être raison. On leur souhaite la même fin, en tout cas. Personnellement, c'est certain. Mais je pense que Jean Charest est plus habile que Denis Coderre. Il ne tombera pas dans les mêmes pièges. C'est quoi, moi, la grosse... C'est d'un point de vue, encore une fois, moi, si personnel, partisan, ça m'inquiète. Si je peux me permettre, la grosse distinction entre Coderre et Charest, c'est que Coderre, son pire ennemi, c'est Coderre. Charest, c'est pas le cas. Charest, il se battra pas tout seul. C'est vrai. C'est ça. Puis il faut dire sur Charest aussi que l'enquête mâchurée, là, on va se le dire, là, il est temps que ça se termine, cette affaire-là. Que l'UPAC fasse quelque chose. Là, parce que soit dites, on n'a rien à dire, comme on n'a rien à accuser. Juste comme, pourrait mettre fin à ça. Là. Ça fait 9 ans, là, come on. Là, à un moment donné, je peux pas croire que les enquêteurs d'élite du Québec, qu'on a mis plein d'argent là-dedans, qu'on a créé cette affaire-là, sont pas capables d'arriver à une conclusion. Je vous dis pas qu'elle devrait être coupable ou non coupable. Ça, c'est à eux de décider. C'est pas moi l'enquêteur. Mais pour qu'on règle une fois pour toutes l'argument de ce gars-là, es-tu criminellement responsable de quelque chose, oui ou non? À un moment donné, come on, là, genre... Est-ce que ça va changer la perception? Mais vous savez... Oui, vas-y, Viviane. Vous connaissez leur excuse de pourquoi ça a traîné autant en longueur? Je m'en souviens. C'est à cause de l'arrêt de Jordan. Ils disent, au lieu de ramasser 80% de la preuve, puis là, de déposer l'accusation, puis là, de risquer d'arriver à la fin de l'échéance qu'on a pour prouver sa culpabilité, mais il faut qu'on amasse 100% de la preuve. Fait que c'est ça qu'ils disent qui est plus long, mais je suis d'accord avec toi, Ronnie, c'est un adversaire, mais c'est quelque chose qui est inhumain, puis c'est un précédent qui est dangereux pour n'importe quelle personne. Sincèrement, qu'une enquête traîne aussi longtemps, puis je trouve aussi que ce sont des délais intenables. Ils sont mieux de sortir de quoi de gros. Oui, parce que ce gars-là, tu sais, je veux dire, même si la population, il fera plus jamais confiance si c'est ce qu'on dit, puis tout, tu sais, il mérite quand même pas que pendant 9 ans, tu sais, dans sa vie personnelle, genre, de marcher sur la rue, puis de se faire gueuler, genre, tu sais, corrompu à tort et à travers. Il se ferait gueuler pareil, là, mais... Non, je comprends, mais peut-être que ça serait moins pire, tu sais, mettons que ça sortait, puis ça continuait, peut-être que les gens le laisseraient un petit peu plus tranquille, puis ils feraient genre, mais c'est vrai que le suspense... Tu comprends? Tu penses que s'il avait le choix, lui, il aurait réglé ça plus vite? Ben sûrement, puis tu sais, je comprends pas aussi pourquoi il y a 10 ans, il y a eu la commission Charbonneau, puis on l'a jamais appelé à témoigner. Il serait allé, je suis sûr qu'il serait allé, tu sais, aller donner sa version des faits, qu'est-ce qui s'est passé, parce que tu sais, il y a beaucoup d'affaires au ministère des Transports, on reproche beaucoup d'affaires, il y a aussi les ministres à 100 000 $, tu sais, il y a eu plein d'affaires dans son gouvernement que lui-même a jamais pris la peine ou on lui a jamais demandé d'expliquer lui-même. Donc, tu sais, s'il y a 10 ans, on avait été de bonne foi à la commission Charbonneau, puis on l'avait comme convié à témoigner. Peut-être que les choses, l'enquête aurait peut-être conclu, peut-être qu'il y aurait des choses qui se seraient passées différemment. Puis pour ce qui est de sa culpabilité ou non, moi, je ne sais pas. Je suis pas avocat, je sais pas. Moi, il y a des pratiques sous ce gouvernement-là que je trouvais pas bonnes, que j'aimais pas, que je trouvais moralement questionnables. Puis c'est pour ça que le bonhomme, j'ai un peu de misère avec. Maintenant, est-ce qu'il est criminellement responsable? Est-ce que c'est dans les faits un corrompu? Je ne sais pas. Puis j'ai pas l'expertise légale pour me prononcer là-dessus. Donc, je ne Benoît, t'as le goût, on dirait que t'as envie de parler. Ben, il y a quand même des affaires qui parlent. Tu sais, Amir Kadir qui abandonne son immunité parlementaire pour aller dire Jean Charest est à la tête d'une organisation criminelle et si je mens, qu'il me poursuive. Paul Saint-Pierre Plamondon l'a fait. Poursuivi. Tu sais, je veux dire, ouais, mais là, 10 ans plus tard. Amir Kadir épique, tout craché. Non, mais je veux dire, écoute, là, il y avait quelque chose là quand même. Là, non, certain, je suis d'accord. Il n'y avait pas envie de Charest tant que ça d'aller parler devant tout le monde de ces événements-là, je pense. Il n'y a pas Saint-Pierre Plamondon. Bonne raison. Il n'y a pas Saint-Pierre Plamondon. Peut-être que c'est à la Tremblay ou est-ce qu'il est coupable d'avoir fermé les yeux. Peut-être que, tu sais, on le sait pas. C'est ça la fois, c'est qu'il y a tellement de... Oui. Tu voulais que je... Non, rien. Je voulais juste continuer. Si tu me vois lever le doigt, finis ce que tu as à dire.
Non, mais il y a eu le maire Tremblay à Montréal, tu sais, qui a jamais, encore une fois, lui aussi été accusé de rien, jamais été condamné de rien, mais il a démissionné dans la disgrâce parce que c'était je savais pas, mais là, comment vous saviez pas, vous êtes à la tête de l'administration, blablabla. Tu sais, puis après, t'as quelqu'un comme Vaillancourt qui s'est fait pogner pour vrai, puis qui s'est fait, tu sais, arrêter, puis mis en prison, tout ça. Donc, est-ce qu'il se situe entre les deux? Est-ce qu'il est blanc comme neige? Tu sais, je sais pas. Pour vrai, je sais pas. Puis c'est pas nous, les experts légaux, qui vont se prononcer aujourd'hui, mais sa perception dans la population, sa réputation, son image, elle est teintée à jamais, selon moi. Puis même moi, j'ai des reproches à lui faire. Fait que finalement, Jean Charest est une victime là-dedans, Ronnie, c'est ça que je comprends? Non, c'est pas ça que je dis. Non? Mais... Ben oui, parce que là, il fait pitié, pauvre monsieur, il se fait lancer des insultes dans la rue. Ça aurait été donc mieux que ça allait, qu'on règle ça plus tôt. Oui, c'est ça. Ça devrait pas être encore un échou aujourd'hui. On devrait être capable d'être arrivé à une conclusion. Puis le fait que 9 ans plus tard, on n'est pas arrivé à une conclusion, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut pas passer au-dessus. Ça va peut-être faire qu'on va être obligé de se priver d'un homme politique de grand talent. Quelqu'un. Mais là, tu sais, faut quand même dire que Jean Charest, Tremblay, Vaillancourt, c'était tout du monde qui était pas dans l'option nationale. Des bons chars. Je veux dire, pas de corruption chez l'option nationale. Oh, man. Ouais. OK, sinon, attends, on en a d'autres. On a d'autres sujets sur la scène québécoise. Merci, Ronnie, pour l'orientation. Ça me permet de l'amener. Il y a, Viviane, je pense que tu avais un peu plus, tu en avais plus long à nous dire sur les loyers. Là. Est-ce que c'est normal, selon toi, qu'un propriétaire puisse augmenter les loyers de 750 $ d'une année à l'autre parce que son logement est neuf? Tantôt, tu nous as lancé sur cette piste-là. Oh mon Dieu! J'aimerais t'entendre d'une façon plus poussée sur ce sujet-là. Puis, je veux juste préciser que l'exemple de 750 $ dans les notes d'LP, c'est pas juste quelque chose qui est tiré de son chapeau, là. C'est la réalité. Il y a une femme, je me rappelle plus, ça arrive nord, je me rappelle plus exactement là, de Montréal, qui a reçu une augmentation de loyer de 750 $ par mois pour le même logement. Il n'y a pas une rénovation, je veux dire, le logement est neuf, là, c'est juste comme ça, du jour au lendemain, ben, tu vas devoir payer 750 $ de plus par mois pour te loger. OK, oui. Ça on s'entend que c'est complètement ça. Honnêtement, je me fais vraiment... J'essaie vraiment toujours de voir les autres côtés de médailles, là. Les multiples côtés de la médaille. Les multiples côtés de toutes les dimensions. Non, mais je comprends pourquoi l'exception a été pensée, pourquoi elle existe. Un bâtiment neuf, ça peut amener toutes sortes d'imprévus, d'adaptation dans les premières années. Cette portion-là, je comprends, mais on s'entend tous pour dire que la situation présente est absolument intenable. Des histoires comme ça, c'est inhumain, ça fonctionne pas. Puis, je sais pas quelle solution Québec solidaire va apporter à ce problème-là. J'ai bien hâte de voir. La dernière chose que j'en ai lue, c'est que le parti disait qu'ils envisageaient différentes options. Donc, je vais suivre ça avec intérêt. On s'entend que le problème fondamental du logement, il est plus profond que ça, là. Ça part de sa financiarisation, le fait que ce soit vu comme un investissement qui doit être aussi rentable que des placements en bourse. Et là, il y a quelque chose, il y a présentement aucun équilibre entre les rendements que les investisseurs qui ont des propriétés espèrent faire d'année en année avec leurs immeubles à logement, à revenus, et l'augmentation des revenus des salaires. Il n'y a aucun équilibre entre ces deux éléments-là et tout ça fait qu'il y a quelque chose quelque part qui va éclater. Ça peut pas fonctionner ad vitam aeternam comme ça. Puis je veux dire, l'augmentation en pourcentage du coût du logement année après année est tellement importante et ça s'accumule, cette augmentation-là. La courbe des salaires est tellement en arrière et continue de prendre du retard par rapport à la première courbe. C'est mathématiquement impossible à garder comme ça. Il y a Alexandre sur le chat qui commente
sur ce sujet-là, qui nous dit Alexandre Gervais, qui nous dit les gouvernements devraient cesser de se lancer la balle et faire le plus d'efforts possible pour accélérer les projets de logements sociaux et abordables pour augmenter l'offre des bâtiments, des terrains vacants et des stationnements à recycler. Il y en a quand même beaucoup. Surtout dans ces bâtiments et terrains, surtout que ces bâtiments et terrains sont quand même bien placés dans certains des cas. Oui, c'est vrai. Il y a des terrains en ville, à Montréal, qui pourraient tout à fait recevoir des logements décents. Il y a toutes sortes de... Mais merci pour la passe sur la palette, parce que on dit souvent, j'ai lu ça quelque part, que le gouvernement canadien avait l'argent, le provincial les pouvoirs et le municipal les besoins. Je pense qu'il y a une bonne part de vérité là-dedans. On serait bien de décomplexifier la patente en enlevant le palier de gouvernement le plus inutile là-dedans, mais bon, ça c'est mon... Mais Valérie Plante n'était pas supposée de régler tout ça, il me semble. C'était un de ses grands dossiers, là, je veux dire, comme... Ouais, puis pour ce qui est de Montréal, en tout cas, effectivement, c'était un de ses grands dossiers. Puis 4 ans plus tard, c'était une des principales critiques qu'on avait, c'est que sont où les logements, finalement? Évidemment, c'est des choses qui sont très compliquées. Ils ont quand même fait quelque chose de bien, qui est le règlement pour une métropole mixte, qui force les promoteurs immobiliers à inclure 20% de leurs nouveaux logements, que ce soit des logements sociaux ou des logements abordables. Il y a une différence entre les deux. Puis 20% abordable, 20%... 20% familial. Oui, c'est ça. C'est 20-20-20, en fait. OK. OK. C'est ça. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'initiative de créer des logements qui soient maintenus en dehors du marché spéculatif de l'immobilier. Donc, ça, c'est un élément important, parce que ce que je disais, c'est que le problème principal du logement, c'était sa financiarisation. Alors, garder une offre de logement qui se garde en dehors de cette spéculation-là que ça crée, c'est une étape importante, puis de ce que j'en sais, la meilleure solution qui a été emmenée jusqu'à maintenant. Oh, on a une question sur le chat super intéressante, mais je la garde pour tantôt parce que j'avais un point sur lequel je voulais vous relancer là-dessus. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les petites maisons de Mike Ward? Je peux-tu dire ce que je veux dire là-dessus? Ça va me faire du bien. Que oui, t'es la bienvenue. Un rant! C'est que ça sert. Un rant live. Ronnie nous en avait promis plein. Oui, parce que j'avais un rant que j'ai gardé dans ma tête puis que j'ai laissé polluer mon esprit pendant tout ce temps-là depuis cette histoire-là. Je veux pas blaster des gens de bonne foi, OK? Mais il y a une... Puis Mike Ward, j'arrive pas à... Il se fait pas aimer de moi, là. Il s'en fout, là, mais... il y a des histoires pour ne pas se faire aimer de moi, mais bon. Il est à l'écoute. Salut, d'ailleurs, dans le chat. Oui, bonjour, Mike Ward. Je comprends que ça part de bonne foi, mais je trouve qu'il y a une arrogance incroyable de dire « Moi, j'ai plein de cash, j'ai une bonne idée, je pitch ça dans les airs. Tiens, solution toute prémâchée pour vous. Comment ça se fait que vous ne l'acceptez pas? Vous l'avez... Tu sais, les fonctionnaires, c'est pas rien que des pousseux de crayon qui font rien, là. Il y a des solutions... Ça prend des solutions. C'est un problème complexe, la pénurie de logements, y compris pour ce qui est de l'itinérance, puis des lits, puis des abris, même temporaires. C'est des problèmes complexes. Puis si tu veux aider puis que tu as de l'argent, renseigne-toi. Pense-toi pas meilleur que tout le monde en disant « Moi, j'ai la solution pour vous ». Je trouve que ça part, premièrement, d'arrogance, honnêtement. Plus que ce type de philanthropie-là, j'ai quelque chose contre ça. Est-ce que tu es d'accord, Benoît? Est-ce que tu vois ça un peu... Est-ce que tu vois ça comme de l'arrogance? Moi, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas suivi ce dossier-là, puis je trouvais ça bizarre. Pourquoi si quelqu'un est prêt à participer et essayer de régler des problèmes, pourquoi qu'on le laisse pas faire? Mais je comprends parfaitement. Ça vient pas d'une
peut-être là, que parce qu'il a les moyens, lui, au sommet, là, il a décidé ça tout seul dans sa tour. Là. Mais consulte les gens sur le terrain. Renseigne-toi. Si tu veux faire un don utile, tu sais. J'ai une réponse à ça. Fais tes impôts. Vas-y, Ronnie, on t'écoute. OK, alors, contexte. Mike Ward avait fait ces maisons-là l'année d'avant. C'est pas genre cette année, soudainement. Ils avaient fait construire l'année d'avant, puis ils avaient déjà approché la ville l'année passée. Puis il y avait eu pas de. Tu sais, on l'avait pas vraiment répondu, on lui avait pas vraiment donné suite. Fait que là, après 1 an de genre pas de réponse, pas vraiment de suite de la ville, il a décidé de faire son petit statut Facebook, de dire je vous ai offert des maisons, blablabla, l'offre tient toujours, blablabla. Puis moi, parce que moi, c'est au niveau de l'humour, il y a l'humour qui choque, on s'entend, on n'est pas là pour parler d'humour. Mais moi, c'est un humoriste que je suis, que j'apprécie, tu sais. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie que... Puis là, l'affaire du petit Jérémy, on pourra en reparler, mais ça, mettons, tu sais, moi, j'ai... C'est pas le sujet, reste sur je reste sur le sujet, voilà. Sur les maisons, oui, je suis d'accord que peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas informé nécessairement sur comment ça fonctionne, l'administration municipale, tout ça, mais en même temps, je l'ai écouté dans son podcast en anglais, ce qu'il a dit, c'est que moi, je voulais juste un peu shit disturber, dans le sens que je voulais juste les mettre devant leurs contradictions, parce qu'ils disent, on veut aider les itinérants. Valérie Plante a dit tout le temps, on veut tout ça, puis il y a l'opposition qui c'est ça que je trouve pas correct. Je comprends. Mais c'était une façon un peu d'allumer une spark, tu sais, de faire comme là, il nous faut des actions concrètes sur l'itinérance, puisque les gens, ils meurent. Moi, j'ai une solution. Ou j'ai pas une solution, une panacée, là, mais j'ai un petit quelque chose à offrir. Mais est-ce que c'était maladroit? Est-ce que c'était un peu mal informé? Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais tu sais, la réponse, Viviane, la réponse de la mairesse, c'était une espèce justement de réponse de politicienne. Pourquoi elle n'est pas sortie puis dire carrément ce qu'elle pense? Surtout face à un Mike Ward. C'est le moment d'être authentique puis dire quelque chose, pas de faire merci puis en espérant que l'après-tweet, tout ça soit oublié. Parce qu'il reste qu'il y a une solution à court terme. À long terme, il y a une solution. On peut discuter de la qualité de la solution. Puis je comprends que la réponse de la ville est venue sur le long terme, mais il reste qu'à court terme, il y a du monde qui, quand Mike Ward en a parlé, il y avait du monde qui mourait de froid dans la rue le soir même. Fait que je comprends pas pourquoi une proposition à court terme a eu une réponse sur le long terme. On sait très bien que c'est pas la solution à long terme. Puis Mike Ward aussi devait le savoir. C'est ça. Mais je pense que ça aurait quand même mérité d'ouvrir quelques canaux, ce truc-là. Puis au minimum de répondre sur le même niveau, tu sais. En tout cas. Répondre sur le même niveau, peut-être. Sûrement que ça aurait gagné. Ma compréhension, c'est que les logements, ils posaient des risques d'incendie, ils posaient des risques... oui, mais là, en tout cas... Autres en tout cas. Mais je comprends ton point. Puis je comprends qu'on était dans l'urgence puis qu'on essaie d'appliquer une solution à l'urgence. Je pense pas que la réponse... Puis, tu sais, est-ce que Mike Ward a voulu être baveux dans cette circonstance-là? Écoute, moi, je le suis pas comme Ronnie, là. C'est pas un canal que je suis. Mais il reste que si la mairesse avait répondu justement sur le même niveau, au lieu de nous amener sur une problématique très large, elle aurait eu une meilleure presse par rapport à ça. Elle aurait eu une meilleure réponse, tout court. Parce que là, on n'a pas l'impression qu'elle a répondu. Mm-hmm. Ça a donné l'impression que c'était une réponse de politicien. Mais c'est mon point de vue. Mais est-ce que maintenant, il s'en prenait, il bavait les expertises ou il remettait en question les expertises? Peut-être qu'il a fait mal paraître du monde, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il cherchait. Je sais pas, Ronnie, qu'est-ce que... si c'est faire mal paraître du monde qui le mérite, j'ai aucun problème avec ça en général, mais c'est juste que je pense que c'était injuste. C'est ça qu'il cherchait, par exemple. C'est ça que... Mais c'est ça, comme j'expliquais, c'est juste que je l'ai entendu dire qu'il était tanné de voir qu'il n'y avait pas vraiment... Tu sais, parce que pendant la campagne, là, t'as eu Coder, t'as eu Plante, ils ont parlé d'itinérance, blablabla, mais l'affaire, c'est que l'itinérance à Montréal, là, l'itinérance et l'habitation, mettons, là, c'est 2 dossiers, là, qu'on dirait... C'est comme la santé au provincial, tu sais. Quand quelqu'un essaie de faire quelque chose, il se fait chier dessus parce que, genre, c'est pas assez, il y a des organismes qui sont pas contents, tu sais, dans le sens que c'est dur de trouver une solution comme... une panacée, quelque chose un plan parfait en itinérance et en habitation. Mais vous savez, c'est quoi qu'ils ont dit? C'était pas des places qui manquaient. C'est de la main-d'œuvre. C'était du monde.
Je suis d'accord. T'as raison. T'as parfaitement raison. Mais, c'est juste que c'est si un gars arrive... essentiel, ça, de comprendre ça. Mais si un gars arrive et il dit j'ai 25 maisons, tu sais, je peux les installer, puis ça peut aider 25 personnes, tu sais, why not? Mais c'est qui va aller chercher les personnes intoxiquées ou en difficulté avec des problématiques de santé mentale, puis qui va leur dire « Hey, il y a une place ici pour toi. » C'est ce monde-là qui sont pas là sur le terrain. C'était ça le besoin. Non, je suis d'accord. Mais un n'empêche pas l'autre. C'est juste ça. Ben, s'il y a la place, il y a la place. Le problème d'itinérance, là, ça se résume pas à passer de maison, là. Non, bien sûr que non. C'est pas mal plus compliqué que ça, là. Non, j'ai travaillé sur ces dossiers-là à la ville. Je suis bien conscient que c'est pas juste des passes. Si la job était bien faite, même sur le long terme, ben Mike Ward n'aurait pas eu l'opportunité d'en offrir 15 ou 20. Il en manque en tabarnouche. Puis le jour où il les a proposés, il y avait du monde qui mourait. Le lendemain, on en trouvait mort, qui était vivant la veille. Fait que là aussi, je suis bien d'accord sur la réalité à long terme. Je suis d'accord qu'on manque de ressources. Mais là, OK, ils sont où les... c'est un problème pour lequel on a envie auquel on a envie de s'attaquer pour vrai? Comment tu dis, Viviane? Ben, il les a, les places. C'est ça. Pour moi, ça règle la question. Les places existent. Il manquait pas de place. Il n'y a pas manqué de place. Ça n'a pas été un enjeu. L'enjeu a été les ressources. On a c'est prenant. C'est prenant parce que c'est une question importante. On a une autre question importante. Je ne sais pas si c'est une question qui nous amène sur la scène fédérale. Il y a quelqu'un ici, il y a Vincent Boulet dans le chat qui pose la question, je pense la plus importante. À quand le retour de François Larouche? On s'en ennuie. Oh, tout le monde est triste. François, faut qu'il voie ça. Tout le monde a fait un petit soupir de nostalgie. Là, c'était beau. Mais écoute, merci beaucoup. C'est le fun pour nous autres. Hein? J'en profite pour saluer Vincent, avec qui j'ai fait le Parlement étudiant quelques fois. Là. Bonjour. On aurait la même attitude si c'était toi, Denis. On est content que tu sois là. Vous êtes trop bon. Attends, on a un nouveau commentaire. J'adore ce bout-là. Écoute, c'est tellement une dimension qui nous manquait là, prendre les commentaires des auditeurs. C'est malade. By the way, on a 16 auditeurs live en ce moment. Je me sens comme Anne-Marie Dussault. Écoute, je capote. Pouvez-vous m'expliquer... Joe Rogan. Joe Rogan. Ouais, non. On propage pas de désinformation ici. J'essaye, en tout cas. Là, il y a Alexandre... On essaie d'avoir des vraies informations. Il y a Alexandre Boursier qui dit « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le Parti libéral du Canada est là? » Puis là, je commence à poser la question, puis je sais pas où ça s'en va. Fait que j'espère que Alexandre, tu me feras pas regretter d'avoir commencé à lire ta question. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le Parti libéral du Canada et le NPD ont voté pour la continuité de l'application de la loi des mesures d'urgence alors que la crise aurait pu être réglée sans cette loi d'exception et qu'il n'y a plus de crise. Donc, je ne sais pas si à savoir s'il n'y a plus de crise. Par contre, je trouve la question absolument fascinante. Je vais commencer avec toi, Benoît. Est-ce que cette crise... Oui, c'était une crise quand même, c'est une crise municipale. D'ailleurs, ça, c'est une autre question que j'ajouterais. C'était-tu fédéral comme crise? C'était-tu une crise pan-canadienne que la capitale fédérale soit occupée? Quoi qu'il en soit, Benoît, est-ce qu'on aurait pu régler ça sans une loi spéciale? Sans une loi plus que spéciale? Là, c'est difficile là-dessus. Là. C'est de la gérance d'estrade au turbo. Ouais, mais là, on est là pour ça. Puis on a 14 auditeurs, man. Fait que... Fait que, mais, tu sais. Ça a baissé quand est-ce qu'on a perdu 2? Ouais, c'est ça, on a perdu du monde. Attends, on fait des tests. Là, je monte Benoît. Oups, ça baisse. Là, je monte Snoopy. Oups, ça monte. Okay, moi, j'ai quelqu'un en privé qui m'a dit qui trouvait que Viviane était vraiment cool. Fait que, on va essayer. Écoute, c'est sûr que Viviane est cool. On va essayer de se concentrer sur nos... C'est mérité, donc voilà. Regarde. Le pire, c'est que c'est vrai que ça bouge, man. C'est fou. OK, Benoît, excuse-moi, je reviens à toi. Je faisais des blagues, évidemment. Écoute. On voulait t'entendre sur cette loi-là. Est-ce que ça aurait pu se régler sans être une loi comme celle-là? Probablement que ça aurait pu se régler si les autorités municipales avaient fait comme ils ont fait à Québec, c'est-à-dire gérer un peu l'affaire en amont. Une fois que tout ça a été enclenché, puis que là, le monde est parqué avec les 45 pieds en avant du Parlement, puis qu'ils ne veulent pas bouger de là, je ne sais pas si on aurait pu régler ça autrement. Peut-être encore qu'il y aurait eu des recours possibles. Là, en tout cas, la loi a été votée après que les gens soient partis du Parlement. Fait que là,
c'est un peu bizarre tout ça. Ouais. Est-ce que ça vaut à peine de la garder? Pas trop longtemps. Parce que c'est pas une loi cool, la loi des mesures d'urgence. Dans l'absolu, là, c'est pas une loi cool du tout. Donc, est-ce qu'elle était nécessaire? Peut-être de l'annoncer parce que en l'annonçant, ça a eu un effet chez ceux qui étaient là et qui ne voulaient pas s'en aller. Puis finalement, ils se sont dit, on va s'en aller. Peut-être que oui, là, mais il me semble qu'elle pourrait débarquer assez vite, celle-là. Ronnie, loi inutile, loi nécessaire? Je sais pas. Je pense qu'au point, parce qu'on s'est rendu au point où on était rendu, elle était peut-être plus nécessaire qu'elle aurait dû l'être. Dans le sens que, parce qu'on a laissé se dégrader la situation pendant plusieurs semaines, on s'est rendu à un point où... Là, j'ai une couple de choses à dire. Un, ceux qui font des amalgames ou des comparaisons avec la loi de 70, vous êtes dans le champ. Laurando. Merci. Parce que c'est pas du tout la même loi. Laurando en fin de semaine. Puis même, si on a beau pas l'aimer, il y a quelque chose qui a été voté après la loi de 70 qui s'appelle une charte canadienne des droits et libertés qui garantit que les abus qui ont eu lieu en 70 ne peuvent pas avoir lieu sous cette loi-là. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, mettons, le gouvernement Trudeau a vraiment... Je veux juste ajouter, parce qu'il y a ça, Ronnie, ce que tu dis, mais l'autre affaire qui fait que le parallèle entre les deux est totalement d'une grande malhonnêteté intellectuelle. Il y a tout le contexte qui est vraiment différent. Exactement. Puis je trouve que mettre les deux dans le même panier, c'est faire insulte à la mémoire des artistes qui ont été emprisonnés injustement. Absolument, parce que moi, personnellement, avec le recul des années plus tard, 70, je suis pas dans ce qui s'est passé. Pas du tout. Dans le sens que ce qui s'est passé, ce qui a été fait, c'est des violations de droits humains. C'est inacceptable dans n'importe quel contexte. Alors, on revient. Moi, j'ai écouté aujourd'hui les débats parlementaires. J'ai écouté quelques discours. Et le discours, vous n'allez pas être surpris, qui m'a retenu mon attention, c'est celui de Joel Lightbound, que je trouve absolument fascinant. Ce qu'il a dit... Il est intéressant, lui. C'est qu'en tant qu'avocat, il a étudié la loi. Les 4 critères ou les 4 scénarios dans lesquels une crise nationale est rencontrée, il n'est pas convaincu que sont rencontrés. Il y a 4 scénarios, c'est l'espionnage, le terrorisme, une insurrection armée contre le gouvernement et une autre affaire que j'ai un blanc dessus en ce moment. Mais lui, ce qu'il disait, c'est que ces 4 critères-là, il n'était pas convaincu qu'on était rendu à ce point-là qu'une de ces menaces-là était crédible. Maintenant, dans ces groupes-là, dans ces groupes qui s'organisaient les plus radicaux, il y a des gens en ce moment qui s'entraînent à tirer au fusil, qui parlent de tuer le premier ministre, qui parlent de ça. Il y en a dans ces gens-là. Fait que est-ce que le gouvernement peut potentiellement justifier de croire que peut-être il y a une menace? C'est possible. Mais est-ce qu'ils ont financé par des groupes étrangers extérieurs. Exactement. Mais est-ce qu'ils ont fait une preuve suffisante de ça? Je suis pas juriste, je suis pas avocat, je suis pas confortable de dire oui ou non de façon définitive, mais c'est certain que ça crée un précédent qu'il faut pas prendre à la légère. Ça, c'est certain. Il faut que je passe la parole à Viviane, parce que Viviane, t'avais l'air d'imploser tantôt, t'as des choses à dire là-dessus. Je sais pas si t'avais amené tous tes points. Voulais-tu ajouter un truc? Parce que sinon, je vous relancerai après ça. Je reviendrai sur la question d'Alexandre, parce qu'on n'a pas tout à fait répondu exactement à sa question. On a adressé le sujet de cette loi-là, mais je veux revenir sur le PLC et sur le NPD. Mais avant ça, Viviane, sur le fait, sur la loi même, nécessaire ou pas? Non, ben en fait, j'ai rien à rajouter par rapport à ce que Ronnie et Benoît disaient. J'avais l'air d'imploser, mais en fait, j'étais largement en accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, les gars. Je pense que la seule façon que ça aurait dû être géré correctement, ça aurait été de le faire en amont. De prévenir la situation de crise d'une certaine façon. Puis je veux dire, c'était quand même très annoncé. Je pense que les décideurs n'ont pas pensé que ça dégénérerait à ce point-là, que ces gens-là seraient motivés à ce point-là. Ouais. Donc, c'est vraiment facile, certainement, de le dire en rétrospective. Il aurait fallu. De la même manière que c'est facile de dire Québec, ils ont vraiment mieux géré ça. Moi, c'est celle-là que j'accepte pas. C'est ridicule. Le défi était complètement différent. Ils savaient que ça en venait. Ils savaient que ça avait fait à l'autre place. Il y avait beaucoup moins de monde. Exactement. On se compare même pas. Ils savaient à quoi s'attendre. C'est beaucoup plus facile de se préparer dans ce temps-là. Ceci dit,
Sans rien enlever à Clément Laberge. S'il avait été... puis s'il avait été meilleur au gouvernement canadien comme à Ottawa, il y aurait quand même eu des choses qui auraient pu être faites. Mais bon, c'est ça. Non, j'ai rien à rajouter, mais si tu veux repartir sur la question de... Je vais revenir sur la question d'Alexandre, c'est ça? je trouvais ça intéressant. Parce que moi, je ne vois pas les commentaires. Finalement, la question d'Alexandre, c'était la suivante. C'était savoir, pouvez-vous m'expliquer pourquoi le PLC et le NPD votent pour la continuité? Ben, je pense que c'est simplement parce que le Parti libéral, évidemment, c'est parce que ça vient de lui, donc c'est pour ça qu'il vote pour. C'est une ligne de parti. Puis le NPD, ben, c'est parce que le Parti libéral en a fait un vote de confiance. Ouais. Puis fallait qu'il y ait un parti qui l'appuie pour pas faire tomber le gouvernement direct là à soir. Puis l'audio est retombé sur le NPD. Honnêtement... Je pense pas que ça... tu sais, je comprends que ça leur fait pas plaisir de faire ça. Est-ce que le bloc... D'accord. Si le NPD... Vous disiez aussi tout à l'heure que les gars sont... Les camions sont déjà partis. Oui, vas-y. Si le NPD était pas là pour justement sauver le vote de confiance, est-ce que le bloc irait jusqu'au bout de ses convictions là-dessus? Ou j'aimerais mieux aussi ne pas briser le gouvernement immédiatement? Ils l'ont déjà fait. Ce serait qu'ils le feraient, je pense. Ouais, mais le bloc dans la même situation. Pour un Trudeau, ça serait quand même quelque chose. Ouais, non, j'avoue. Ça serait dur à défendre, moi, j'ai des reproches à faire au bloc là-dessus. C'est qu'ils sont très motivés par un peu le genre de spectre de 70. Là, c'est un Trudeau, blablabla. Puis c'est sûr que Justin Trudeau doit haïr le fait que c'est un Trudeau puis qu'il fait ça parce qu'il est comme shit, papa pourrait comme why though, tu sais, genre comme pourquoi est-ce que je suis là, tu sais, puis c'est moi qui dois faire ça. Ça aurait pas pu être genre Chrystia Freeland ou quelqu'un d'autre qui a à faire ça, c'est plutôt que moi, tu sais. Mais c'est vrai parce que Joël Lightbound a dit dans son discours aujourd'hui que si c'était pas un vote de confiance, parce qu'il a dit depuis 2015 au Parti libéral, on a trois instances dans lesquelles on vote avec le gouvernement en tant que député du gouvernement. C'est si c'est un engagement électoral, si c'est quelque chose qui a trait aux droits humains et si c'est un vote de confiance. C'est les 3 instances dans lesquelles les députés du gouvernement se sont entendus avec le chef du parti quand ils se sont présentés qu'ils allaient voter. C'est comme un contrat moral qui a appelé. Puis dans le reste du temps, ils ont le droit de voter pour. Libre, puis c'est vrai parce que, par exemple, sur l'aide médicale à mourir, ils ont permis le vote libre. Sur des enjeux comme ça, ils ont permis le vote libre. Donc, ça semble tenir la route, ce que Joël Lightbound disait aujourd'hui. Écoutez, on n'est pas d'avance. Ça fait déjà 52 minutes qu'on est en direct live sur Radio Chacal. Puis, on a juste parlé de la scène québécoise. Mais là, veut pas, Alexandre nous a amené vers la scène fédérale. On va poursuivre. Puis, de toute façon, je pense que j'ai 48 nouvelles sur 48 lignes à lire sur le convoi, parce que c'est de même que LP me l'a libellé. Fait que je vais y aller si vous le permettez. Puis, je m'excuse si ça peut vous paraître long. Donc, un regroupement, on est sur la scène fédérale, un regroupement anti-mesures sanitaires a appelé à manifester. Je sais que tout le monde en a entendu parler, j'espère. Merci LP. Effectivement, on en a un peu entendu parler. On va se rendre même, il nous propose quand même... qu'on en parle. C'est ça, puis il nous propose quand même qu'on se rafraîchisse la mémoire. Il y a peut-être du monde qui vient d'arriver. Il y a peut-être du monde qui vient d'arriver au Canada, je sais pas. Premièrement, le 29 janvier, un convoi et des manifestants arrivent à Ottawa et plusieurs centaines plusieurs centaines d'entre eux s'établissent pour occuper le centre-ville d'Ottawa. Le 6 février, Ottawa, toujours sous l'occupation et le bruit retentissant des klaxons de camions. Wow, il m'a bien écrit ça, c'est le fun, j'ai l'impression de décrire de quoi d'excitant. Déclare les mesures d'urgence. Le 7 février, les manifestants vont bloquer un axe névralgique du commerce canado-américain, le pont Ambassador. Certaines usines automobiles doivent freiner la production sans livraison. Quelques jours plus tard, la Maison-Blanche demande au gouvernement d'agir. Le 11 février, le gouvernement de la province de l'Ontario déclare l'état d'urgence. Le 14 février, pour la Saint-Valentin, Trudeau va donner de l'amour aux manifestants en invoquant la loi sur les mesures d'urgence.
Il va faire bloquer les comptes bancaires d'organisateurs de la manifestation et donne des droits spéciaux à la police pour régler la crise. Le 18, la police débarque en force et commence à évacuer les différents lieux de manifestation. On brise les vitres des camions, des véhicules des manifestants, on arrête près de 200 personnes, on asperge les manifestants, etc. Hier, on apprenait que le convoi allait... Là, hier, ça ne veut pas dire grand-chose, LP, quand on est en train de l'écouter en différé. On apprenait que le convoi allait se retrancher entre Montréal et Ottawa. Pendant tout ce temps, d'autres mouvements de manifestation apparaissent et disparaissent un peu partout au Canada, dont à Québec et à Montréal, en plus de faire des petits ailleurs dans le monde. Des petits convois. Il y en a eu en France, il y en a eu en Europe. Les manifestants demandent entre autres le droit de choisir, hein? C'est mon corps, la liberté et la fin des mesures sanitaires. Non mais, c'est-tu beau voir des conservateurs manifester pour le droit... Hein? C'est mon corps, mon choix. Finalement, alors que plusieurs se questionnent sur la force et la pertinence de la réponse tardive du gouvernement, ça c'est ce qu'on faisait tantôt, une enquête sera ouverte sur le démantèlement de la manifestation. Quand un grand mouvement contestataire comme celui-ci, puis là j'ai l'impression qu'Alexandre avait vraiment pris le devant sur LP, mais je vais quand même continuer à lire parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire ce texte-là. Excusez-moi. Quand on a un grand mouvement contestataire... C'est vraiment bien narré. Oui, c'est vrai. On a senti le plaisir. On a senti le plaisir que j'avais. Voilà. Quand on a un grand mouvement contestataire comme celui-ci, c'est quoi la job du gouvernement? Pour l'interrogation. Remettre la loi et l'ordre au plus sacrant ou écouter les demandes un petit peu des deux côtés? Est-ce que c'est normal de prendre 24 jours pour remettre le calme au centre-ville? Qu'est-ce que tu faisais le 25 au soir? 53 buts, c'est une bonne 53 buts dans une saison, c'est une bonne moyenne, ça. Quand vous entendez scander « liberté », est-ce que cela vous interpelle ou le contexte vous refroidit un peu? Beaucoup ont accusé il y en a des bouts de texte. Beaucoup ont accusé la réponse d'être moins intense que durant la grève étudiante de 2012. Moi, ça, je le dis. Le printemps érable, est-ce que le printemps érable aurait mérité une aussi grande compréhension des décideurs? Donc, il y a plein de questions là-dedans. Vous pouvez les choisir. Je vous invite d'ailleurs à la maison à répondre à celle qui vous fait plaisir. Donc, vous pouvez commenter dans le chat, juste en bas ici de notre live. Donc, qui a le goût de se lancer dans un des trucs, si vous vous souvenez d'une des affaires que j'ai dit? Je peux y aller pour commencer. Ironie. Alors, je pense que comment je vois toute cette situation se résume à un principe, je pense qu'on va tous être d'accord. Oui aux libertés individuelles, tant qu'elles n'enfreignent pas sur les libertés de d'autres personnes du groupe. Dans le sens que c'était correct les manifs jusqu'à, je vais le dire en bon québécois, que ça fait chier tout le centre-ville d'Ottawa puis tous les résidents d'Ottawa, puis que ça ruine littéralement des vies pour une cause qui, au final, était financée par des intérêts étrangers, au final, qui s'est fait infiltrer par... Parce que je dis pas que tout le monde, chaque individu qui était là, évidemment, était un raciste, nazi, white supremacist, tout ça, mais ces gens-là je veux dire un anglicisme, ont coopté cette cause-là pour se faire un petit mégaphone, mettons, et se mettre à l'avant-plan. Ils ont réussi. Oh, on vient de perdre Ronnie. Très durement. On n'a pas perdu Ronnie. Ah. Non? T'es de retour, Ronnie. Ah. Alors, ils ont réussi à embarquer avec eux des politiciens que je vais dire carrément naïfs, qui viennent d'un parti que je peux nommer le Parti conservateur. Ils ont réussi à les embarquer avec eux, puis à créer je vais le dire en bon anglais, un shitstorm qui a fait chier tout le monde. Puis là, après, ils chiolent quand le gouvernement fédéral, alors que le provincial et le municipal sont dépassés par les événements, décident de faire c'est assez. À un moment donné... Mais ça, c'est un bon point. Pourquoi le provincial n'a pas... il me semble que c'était à eux de faire un truc plus rapidement. Quelqu'un veut-tu y aller là-dessus?
Qui prend la relève? J'avais 1 million de questions, je peux vous les répéter si vous voulez. Benoît, veux-tu y aller d'abord? Moi, c'est pas tant là-dessus. Moi, je vais enchaîner sur d'autres choses. Ouais, donc, choisis tes sujets. C'est bien le fun de résumer tout ça. C'est des maudits individus stupides qui sont manipulés, là. Mais il y a plus que ça derrière de ça, là. C'est sûr qu'ils sont là, ces gens-là. On les a vus, ils sont pleins. Mon fil Twitter, il est juste de ça, des gens que c'est très pas faux. Hein? Je veux dire, on les a tous vus, là. Ces gens-là qui vont avoir un raisonnement qui est plus discutable. Tu sais, j'entendais un gars dire moi j'ai des enfants puis je veux pas les voir grandir avec un masque d'en face puis une aiguille dans le bras. C'est raisonnable comme raisonnable par contre. Ce gars-là, manifestement, il filtre pas la réalité de la même façon que moi. Tu sais, là, c'est quoi qu'il y a de si épouvantable à avoir tes enfants avec un masque d'en face? Je le sais pas. On comprend que c'est pas le but dans la vie que tes enfants aient un masque, mais s'il faut que tes enfants portent un masque quand ils se déplacent pendant qu'ils sont à l'école, je veux dire, je ne vois pas le traumatisme là-dedans, sauf celui que tu vas y donner toi-même. Ouais. Mais en tout cas, c'est que c'est trop facile, comme toujours, c'est trop facile de dire, de discréditer toute cette grogne-là en disant de toute façon, c'est toutes des calices de sans-dessin. Je veux dire, c'est trop simple. C'est pas de même. C'est plus compliqué que ça. Je vais continuer là-dessus, mais Viviane, vas-y donc avant si t'as quelque chose à dire. Je vais être honnête avec vous. Là, je sais depuis quelques jours qu'on allait parler de ce sujet-là ce soir ensemble. Puis je me casse la tête à me demander sous quel angle l'aborder, puis c'est quoi mon opinion là-dessus. Parce que puis honnêtement, j'aborde ce sujet-là avec vraiment beaucoup d'humilité parce que c'est des gens qui me ressemblent pas. Partons de ça. OK? Ce sont des gens qui me ressemblent pas. 2012, parce qu'on fait les comparatifs, là, en plus ça fait 10 ans, puis là c'est des commémorations, tout ça. 2012, j'en faisais partie. J'étais étudiante à l'université. À ce moment-là, j'ai été manifestée. J'étais dans le feu de l'action. C'est là que je me suis ouvert un compte Twitter pour dire ce que je pensais. Puis on va retourner là-dessus. Prochain épisode, on lit les tweets de 2012 de Viviane. Toutes les injustices, je les percevais en tant que manifestante, je les ressentais, puis ça me mettait en colère. Là, ce sont des gens qui me ressemblent pas. Ce sont des causes, puis je vais y revenir parce qu'il faut leur donner un fond de raison derrière leur motivation, puis je pense que c'est important de le dire. Mais décrit comme c'est là, argumenté comme c'est là, souvent, je suis pas capable de leur donner raison. Il manque de cohérence souvent dans leurs arguments. N'empêche que même si je suis pas d'accord avec les raisons nécessairement de leur manifestation ou de la façon de le faire ou c'est important pour moi d'être cohérente. Puis des droits que je veux défendre pour les étudiants en 2012, je voudrais, tu sais, des personnes qui veulent défendre de la même façon des causes très différentes doivent avoir le droit de le faire. Maintenant, c'est sûr que 2012, je veux dire, ils ont bloqué un pont. Je dis mais j'étais pas là-dedans, là. Ils ont bloqué un pont pendant quoi? Une demi-heure, 2 heures, un avant-midi. Puis c'était la matraque. Ils sont allés manifester devant un congrès libéral, puis il y a eu des blessés graves. Je veux dire, c'était des mesures extrêmes. Là, ça fait 24 jours qu'ils sont là, puis là, on décide d'envoyer la police monter. Très mauvaise idée, d'ailleurs, d'envoyer de la police sur des chevaux. Je sais pas c'est qui pense que c'est stratégique. Quelle mauvaise utilisation d'un formidable animal. Anyway. C'est canadien. C'est l'image. C'est super canadien. En tout cas. C'est le symbole. C'est la cavalerie. C'est le symbole canadien. Les mesures, les comparatifs sont complètement hors de proportion. Ça, c'est complètement différent. N'empêche que le droit de manifester, puis que quand on manifeste, on dérange, c'est normal. Je pense que ça demeure important. Je me prononce pas en disant tout ce comparatif-là. Tu sais, je peux pas parler de
la loi sur les mesures d'urgence, parce que je ne sais pas si c'était la seule. À un moment donné, on était dans un cul-de-sac, là. Il n'y avait rien qui avançait, puis il fallait faire quelque chose, puis c'était peut-être la responsabilité du gouvernement de faire ça, puis il n'y avait peut-être pas d'autre chemin. Je ne le sais pas. Sincèrement, je ne le sais pas. N'empêche que je cherche au fond de moi, puis je fais l'effort de trouver la sympathie pour du monde qui ont vécu, comme nous tous, cette espèce de traumatisme collectif là, qui était la pandémie. Ouais. Et le fond de raison que je vais donner à leur motivation, puis que je veux mentionner, c'est que les gouvernements ont fonctionné de façon obscure. Ouais. Les gouvernements, je dis les gouvernements parce que, en fait, les gouvernements provinciaux, je parle de celui que je connais, là, le Québec a fonctionné de façon obscure. De son propre aveu, a fonctionné à vue. Et puis, à partir d'un certain moment, on sentait qu'il était un petit peu parti sur un power trip. Puis, autant on comprend très bien, personne sensible, frustrée, mais sensible quand même, que un reconfinement pouvait être nécessaire à cause de la situation dans les hôpitaux, autant on se demande comment ça se fait qu'avec autant de prévisibilité maintenant sur ce qu'est la pandémie, ce que ça implique, on est encore dans la même situation qu'il y a 2 ans face à la pandémie dans notre système de santé. Comment ça se fait? Mm-hmm. Donc, on peut se poser toutes ces questions-là. Comme je disais, je reviens sur l'idée du power trip. Ils ont l'air de vouloir pousser vraiment fort là, la situation d'urgence sanitaire, puis on a l'impression que la CAQ, pour le nommer au Québec, a pris goût à certaines affaires. Tout ça, c'est très inquiétant. Je trouve que ça donne des raisons pour manifester. C'est sûr qu'après ça, moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. J'ai pas envie d'aller m'associer à ces drapeaux-là, ces symboles-là, ces déclarations-là qui ont absolument aucune allure. N'empêche que je suis inquiète de voir à quel point les chiens de garde démocratiques ont été faibles. Absolument. Bon, je vais pas donner beaucoup de mérite non plus à la manifestation à Ottawa parce que je crois qu'on était rendu à l'étape où ça s'en allait de toute façon naturellement vers des confinements et tout. Non, mais je crois que les gouvernements, en tout cas au Québec, ont peut-être fait un petit peu, peut-être un peu remis à l'ordre de dire ouais, abuse plus là, de certaines affaires. J'espère que l'urgence sanitaire sera pas un statut renouvelé encore ad vitam aeternam. Je veux finir sur peut-être ma petite diatribe sur un dernier point, puis après ça, je vais vous laisser. Mais il y a quand même quelque chose que je reconnais chez ces gens-là, chez qui je me reconnais pas de base, là, c'est le désir de participer à quelque chose de grand. Puis tu les vois tellement motivés. C'est l'appel de l'héroïsme, tu sais. Ils lâchent tout pour faire ça parce qu'ils sont convaincus de faire quelque chose. Ils sont profondément convaincus de participer à quelque chose de plus grand qu'eux, de bien, tu sais. Ouais. Puis je suis triste que ce sentiment-là soit sorti dans cette situation-là. Je me demande comment aurait-on pu voir cette énergie-là canalisée dans la construction d'un beau projet de société. Est-ce qu'on pourrait faire ça un jour? Exact. Voilà. Écoute, je pense que tu as touché un des points qui m'a touché le plus aussi. J'ai vu un reportage à RAD où on avait un des jeunes reporters de RAD, là, je m'excuse de dire jeune reporter parce que c'est le cas surtout par rapport à moi. Là. À RAD, c'est des reporters plus jeunes qui étaient dans la boîte, dans un camion avec un manifestant, puis tu voyais, tu sais, ici aux engagés publics, on dit que notre mission, c'est d'encourager l'engagement. Ben là, on est, tu sais, ça fait peut-être pas toujours notre affaire, mais c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de se prononcer, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de s'engager dans un tel contexte. Puis cette fierté-là, cette espèce d'émotion qui les propulsait, qui les animait, en tout cas, cette personne-là que le reporter interviewait dans son camion comme ça, il avait l'impression, effectivement, il était porté par quelque chose de plus grand que lui. Comme tu le disais tantôt, Viviane, je l'ai senti, j'ai trouvé ça fabuleux. Puis, t'as raison, c'est 1000 fois plus triste de voir que c'est instrumentalisé après ça, puis qu'après ça, t'as tous les groupes, comme Ronnie, tu nous as souligné tantôt, qui viennent polluer, finalement, un geste
qui pourrait être quelque chose qui est une étincelle valable, qui est une étincelle qui est difficilement contestable, même si sont durs à aimer des fois. Mais c'est ça, c'est que je sais pas combien d'entre vous ont lu le manifeste de Canada Unity, là. Je sais même pas c'est quoi. Sans joke, là. Je donne même pas 30 secondes à mes cœurs. Non, mais je suis allé lire c'est quoi qu'ils proposent. Ils proposent que c'est comme fouiller dans le fond d'une Sénat poubelle. Et la gouverneure générale forment un comité pour nommer des représentants pour remplacer le gouvernement dont ils veulent faire partie. Tu sais, ça, c'est les leaders de la manif. L'affaire, c'est que ce que Viviane a dit, c'est vrai. C'est des gens, à la base, les truckers, qu'on soit d'accord avec eux ou non, c'est des gens qui leur job a été affecté par des décisions. Ils voulaient aller manifester. Comme bien leur faire, dans le sens qu'ils ont le droit démocratiquement. Aucun problème avec ça. Le problème, c'est que ces gens-là, extrémistes, qui sont inspirés par les Trump, les Bernier, et tout ça de ce monde, ont, comme j'ai dit, coopté cette manifestation-là, ils ont embarqué dessus et ils en ont fait quelque chose qui était à propos d'eux. Et après, certains politiciens élus à la Chambre des communes se sont positionnés et après, quand ils ont vu que c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus gros que ce qu'ils pensaient, d'un petit peu plus extrême que ce qu'ils pensaient, ou du moins les voix qu'on entendait le plus, c'était ceux-là, ils ont fait un volte-face. Ensuite, le premier ministre, même chose, a un peu soufflé sur les braises parce qu'il a dit, tu sais, c'est tout des nazis, c'est tout des tout ça, blablabla. Nuance, s'il te plaît. Tu sais, tu aides pas quand tu fais ça, tu aides pas quand tu dis quelque chose de même. C'est quoi, non, c'est quoi, non? Il faisait ça aussi pendant les élections, quand il faisait des espèces de town hall où il n'y avait qu'une personne qui se manifestait, il criait votre... C'est comment, non? La personne était chassée souvent, puis là, il disait que son comportement n'avait pas sa place ici. Effectivement... les propos racistes n'ont pas leur place au Canada. Alors que... En libérant, c'est quelque chose comme ça. Ça ce que disait la dame, là. Mais t'as raison, c'est vrai qu'il... rapidement, il instrumentalise aussi cette façon-là de les discréditer. C'est pour ça que j'ai adoré ce que j'ai entendu de Joel Lightbound, même à sa première sortie. Écoute, il aurait fallu la sortir, celle-là. Tu nous en as trop parlé. J'aurais aimé savoir l'extrait, Colin. Ouais, mais il est bon, Joel Lightbound. J'ai été impressionné ces derniers jours par ce qu'il a fait. Ça demandait quand même... Tu percevais la sincérité derrière ses propos. Il ne cherchait pas le spotlight pour le spotlight. Il est très calme, très nuancé, très posé. Il est avocat, il est très analytique. Il est très... fait que oui, ce qui est dommage avec ça, c'est que je suis vraiment pour, là, comme c'est quelque chose qui je vais essayer de le dire comme ça, d'inaliénable, le droit de manifester. C'est jamais quelque chose qui doit être remis en cause, mais c'est juste que quand tu arrives à un point où est-ce que c'est plus vraiment une manifestation, est-ce que c'est une occupation, c'est ça qui est dérangeant. L'affaire, c'est que tu disais tout à l'heure, la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres, mais c'est subjectif. Ben là, surtout quand le droit de manifester, les limites du droit de manifester, pour les mettre en guillemets, c'est subjectif. C'est qui décide de ça? Est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que ça l'est vraiment? Parce que tu sais, Viviane, genre... parce que tu sais, Viviane, l'affaire, c'est que il y a des tu sais, quand tu entends des histoires, genre une mère que son garçon... ça a été sorti à la radio, là. Son garçon avait des traitements de chimio à faire, puis que ça a pris 4 heures se rendre à la clinique. Je comprends, mais à la place, quand ça commence à avoir ces impacts-là, est-ce que c'est vraiment justifiable? À Québec, puis à Montréal, puis à d'autres endroits, ils ont manifesté. Ça s'est super bien passé. Les corps policiers se sont préparés. Puis shout-out à Bruno Marchand, puis à Valérie Plante, puis tous ceux qui ont bien géré des manifs. Les manifester, c'est ça. Puis même les manifs pendant le printemps étudiant, excluons toute l'amende que le gouvernement Charest a fait, puis toutes les mesures vraiment draconiennes, y compris pour museler les étudiants. Les organisateurs des manifs étaient de bonne foi avec les autorités. Ils leur disaient, voici notre itinéraire, on va manifester là, on va faire ci, on va faire ça. Puis c'est pour ça que ça a pu durer aussi longtemps. C'est pas si vrai que ça, parce que justement, tu te rappelles de la loi, c'était la loi 78, si je me rappelle bien. Oui, puis cette loi-là était terrible.
Oui. Elle obligeait les organisateurs de manifestations à donner un itinéraire d'avance. Les itinéraires n'étaient pas décidés d'avance, ils étaient impromptus. Puis c'est justement, les organisateurs vont dire la désobéissance civile, c'est quand il faut que ça se rende là. Si ça dérange pas, ça n'a pas d'effet. Ça met pas de pression. Il y a dérangé, Désobéissance civile, c'est fort. Non, mais il y a dérangé, puis il y a littéralement... Il a affecté en anglais, il y a un beau mot que je trouve pas d'équivalent en français, le livelihood des gens, le genre de le gagne-pain, le citoyen moyen là, qui n'a rien à voir là-dedans. Quand tu déranges cette personne-là, quand tu l'empêches... Les klaxons la nuit, là. Les klaxons la nuit, on pourrait dire que c'est non, là. Hein? C'est ça. Ça pourrait arrêter vers 6 h le soir, les klaxons, là, puis jusqu'à 9 h, c'est tranquille, là. C'est ça. Il y a des choses de même. Je dis pas que j'ai les réponses, mais je trouve que c'est des questions importantes à se poser. Je suis d'accord. Non, puis à part de manifester, si on veut absolument... Il y a aussi le désir de déranger un petit peu le quotidien. Sinon, c'est quoi qui se porte? Sinon, faites un terrain. Allez, envoyons les gens manifester dans le bout de Stoneham. On va être bien correct. Vous avez le droit de manifester tant que vous voulez. Pas de souci. Je suis probablement la... excuse-moi, Denis, je t'ai interrompu. Non, tu m'as pas interrompu, j'avais fini. Non, mais je suis probablement la première à faire cette comparaison poche-là, mais les éducatrices en CPE, ça dérangeait le gagne-pain des gens. Qui ont fait des grèves, mais je suis 100% derrière elles pour les grèves. Non, mais sans blague, dire aux gens arrêtez de manifester parce que ça dérange le quotidien. Je veux dire, c'est pas ça le but. Je veux dire, ça marche pas. C'est aussi de faire dérailler un peu cette espèce de quotidien-là qui fonctionne pas. Elle est subjective, puis elle va varier selon d'un gouvernement à l'autre, d'une autorité à l'autre. Mais je suis d'accord. OK, attends un peu. Il faut que je vous arrête. Je m'excuse parce que le temps file, puis je veux passer quelques commentaires. On a des commentaires de nos auditeurs, puis je trouve que c'est un apport tellement intéressant que je veux les faire intervenir. Il y a Frédéric Riberdi, j'espère que je le dis bien, Frédéric, qui lui se demandait, puis Doug Ford, lui là-dedans, il s'en sort comment, tu sais? Non, mais tu sais, je trouvais que sa question était intéressante, puis en même temps, il en profitait pour nous dire qu'il est vraiment content de nous avoir découvert. J'ai l'impression qu'il nous a découvert ce soir sur son fil d'actualité. Il dit qu'il suit de nombreux Américains qui ont une formule d'échange comme la nôtre, puis il dit qu'il est content d'en découvrir une dans sa langue. Merci beaucoup, Frédéric, d'être à l'écoute. C'est vraiment cool de pouvoir te lire. Il y a Sylvain Gingras de Mers qui nous dit encore une fois un grand merci. Puis lui, il dit un grand merci pour cette conversation. Puis ça, c'était pendant le moment où Viviane nous amenait un peu son point de vue par rapport justement à introduire cette discussion-là sur la manifestation du convoi. Donc, je veux juste dire... de quel bout, entre autres, quel bout le fait réagir. François Talbot qui nous dit c'est quoi le problème avec la campagne de vaccination? Puis je m'excuse, François, on partira pas là-dessus, ça t'ennuie pas. Parce je pense pas qu'il y ait de problème. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que tu pourras préciser ton point en plus si ça t'intéresse, mais là, c'est parce que ça fait quand même 1h15 là, qu'on roule. Et il y a un dénommé François Larouche, je sais pas, auditeur lambda, je sais pas c'est qui, je sais pas, je vais le bloquer, qui nous dit, il dit que ce que Viviane dit, c'est pas très faux. Fait que, merci beaucoup. Ah non, elle va rester celle-là. Non, je l'ai adoré, là, c'est pas très faux. Hey, je le sais, là, vous étiez en plein dedans, puis probablement que les auditeurs vont me... Non, vous avez tort, c'est très pas faux. C'est très pas faux. C'est très pas faux. C'est très pas faux. Mais je vais nous couper. Je vais vous couper. C'était notre épisode pour cette semaine. Tout le monde. On se fait réduire au silence. Vous vous faites réduire au silence. Est-ce que tu nous annonces ta candidature le baillon fédéral dans pas longtemps? Fédéral, hein, je serais bon là-dedans. Moi, je peux vous faire une promesse à tout le monde. Je la fais maintenant live. L'image, vous me verrez jamais la face sur un poteau. Ça arrivera pas. Écoute, Denis, c'est une promesse que je suis incapable de croire de quiconque. Parce que le nombre de personnes qui ont fait cette promesse-là puis qui l'ont pas tenue. Là. Ouais, mais moi, là, au risque de vous rendre heureux, tout le monde, ça va être vrai dans mon cas. Benoît, on va-tu voir ta face sur un poteau? Ça me surprendrait. Si t'es porté disparu.
Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est ça. Il y a plus de chances de me voir sur une pinte de lait que sur un poteau. Toi, Ronnie, on va-tu voir ta face sur un poteau? À déterminer. Je ne sais Ah pas. ah ah! Parce que oui, Viviane, je t'allais pas poser la question. Hey, C'est déjà- Moi, c'est déjà fait deux fois, c'est vrai! guys. Ouais. C'est vrai! Caroline! Mais non, Pour- mais vas-tu le refaire? Pour Option nationale, ouais. Ça, Ben, ça l'option nous- nationale, ce serait. Mais je ferme pas la porte, je dis pas jamais, je sais pas où ce que je serai, mais ça s'enligne pas pour ça. Là. Ça prend plus de Viviane Ben oui. en politique. Ouais, oui, puis Je je confirme. pense que les auditeurs seront d'accord. Peu importe le parti, ça prend plus de Viviane. Bon. Mais ça sera pas peu importe le parti, par exemple. Non, mais je veux dire, ça peut être Option nationale, ça peut être PS, ça Viviane peut être au PC. Projet Montréal, Au PC. ça peut être le NPD, ça peut être le Bloc, je sais pas, c'est excitant. Ben là, apparemment qu'il y a plein de QS qui sont passés au Parti conservateur Ben du oui! Québec. Là, les connais-tu? C'est les là QS, qu'ils Moi, votent. Je suis certain qu'il y en avait deux, tu sais, puis que là, il y a une histoire avec ça. Là. Il y a un vase communicant entre Québec, entre le QS puis le PCQ. Ben oui. Voyons, ça me semble tout à fait cohérent. Est-ce qu'on passe sur un autre sujet? Parce qu'on peut, là. Allons-y. Écoute, allons-y. je voulais pas, mais là, je serais curieux de t'entendre là-dessus. je voulais arrêter l'épisode, mais là, on peut bien faire une petite extension. On va appeler ça les engagés publics en supplémentaire. Hein, En supplémentaire. ça me prendrait une espèce de signal audio, là, un truc, Fait que là, là, je sais pas, là, on genre, embarque sur Duel, c'est ça? je sais pas, attends un peu. On pourrait avoir... Ben, sur les transfuges QS vers PCQ, là. Je vais essayer de me trouver un son pour le... Ah oui, celui-là. Ah, voilà. Les engagés publics en supplémentaire. Donc, deux Donc, là, on est minutes... rendu dans les bloopers, c'est ça, non? 2 minutes de supplémentaire avec Viviane Martinova-Croteau. On t'écoute. Non, ben, tu sais, pour moi, ce que ça prouve surtout, c'est que les Québécois ne s'identifient pas avec des étiquettes de gauche, de droite. Ils veulent suivre du monde qui disent des choses qui ont du bon sens, du concret par rapport à leur réalité. Présentement, tu sais, on a écouté du M, en tout cas, au moins une partie dans mon cas, là, pour À tout le monde en parle. Puis il y a bien des choses qu'il dit qui ont l'air d'avoir du sens dans le contexte actuel. Le problème avec Éric Duhaime, c'est que contrairement à moi qui me donne des scrupules par cohérence, lui, il s'en étouffe pas de la cohérence, il s'en fout totalement, il va dire une chose et son contraire. Éric Duhaime est un piège, mais bon. Mais je pense que les gens vont écouter ce qui a du bon sens. Ouais. Pour eux. Fait que Ronnie, les transfuges QS Ah. vers PCQ, c'est pas toi, finalement. Hein? pas toi qui as voté. Ben, j'en connais pas. Elle ne fait pas une grosse annonce aujourd'hui en nous disant que finalement, C'est pas c'est elle. elle. Finalement, ça servait à rien, cette supplémentaire-là. Hein. Je suis Ouais, désolée. non, elle a été convaincue. J'ai laissé tomber. Non, j'ai trouvé ça super intéressant. Ce qu'on va faire pour que tout le monde... on va envoyer une petite dose de cuteness à tout le monde. On va envoyer la Snoopy Cam pour... Oh, la Snoopy Cam. La Snoopy Cam. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. C'était notre épisode pour ce soir. On était live, les engagés publics. Le premier épisode de la saison 5. Hein, tout ça était accidentellement planifié. Donc, ça m'a fait plaisir de vous accueillir. C'est Denis Martel qui est au micro. J'étais en compagnie de Benoît Tardy. Salut, Benoît. Salut, Denis. En compagnie Salut, les de Viviane Martinova-Croteau. Merci beaucoup, Viviane. Salut, Denis. Et de l'ineffable, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je le dis parce que je trouve ça fit, Ronnie. Merci beaucoup, Ronnie. Merci Denis de m'accueillir des objectifs que tu connais pas. C'est correct. Imagine, m'aller lire c'est quoi tantôt, Ouais, puis je vais imagine, c'est horrible. je vais le regretter au bout, je vais m'en vouloir. Y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, ineffable? Écrivez-nous-le dans le chat. Donc, c'était Denis Martel encore une fois, puis ben, merci beaucoup d'avoir été présent pour cet épisode.